donc ça se veut quand même, oui, parfait. Ça se veut quand même être quelque chose de convivial. C'est adapté d'une conférence que je donne assez souvent. Donc, si vous voulez m'accompagner, je serais très content de ça. Donc, la présentation est déjà faite. Donc, je vous commence ça quand même assez rapidement. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a une partie d'adaptation de ce que je fais habituellement, qui est en écriture scientifique. Donc, c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet pour lequel je donne beaucoup de petites conférences, webinaires, ateliers. Donc, pour moi, c'est indissociable. Même si aujourd'hui, on parle de lettre de motivation, il reste que la lettre de motivation est attachée à un projet scientifique, à un CV, à une carrière scientifique, à une carrière académique. Fait que parler d'une lettre ou de l'écriture d'une lettre ou de la conception d'une lettre de motivation comme un objet unique, pour moi, c'est dur à faire. Fait qu'on va commencer par mettre des principes universels. Au niveau de la science, vous allez voir que je pars de loin, mais inquiétez-vous pas, je vous jure que vous allez trouver ça au moins un petit peu pertinent. On va passer aussi au niveau des principes universels de l'écriture et de l'écriture scientifique. Donc, quelques choses dans vos boîtes à outils que vous allez pouvoir intégrer facilement pour aller à l'écriture de lettres. Il se pourrait que je saute des sections, tout dépendant de où je suis rendu puis quelle heure il est, pour être sûr que j'ai le temps de répondre à vos questions de façon approfondie si vous en avez. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est en grande majorité d'introduire les assises puis de faire le lien avec les lettres de motivation. Je donne un cours de 45 heures sur la communication et la rédaction scientifique. Donc, si jamais vous avez des intérêts, c'est que cycle supérieur, donc maîtrise et doctorat. Donc, vous irez voir, le code du cours est là. C'est le seul cours que je donne à l'Université Laval. Donc, si vous êtes des étudiants à cette université, vous pouvez vous y inscrire. Je pense que vous apprécieriez si vous appréciez aujourd'hui. Donc, ça, à toutes les fois que je vais avoir une slide de transition, je vais avoir l'air d'être un peu en enfer. Donc, mon écran est trop gros, ça me donne une grosse projection rouge. Pourquoi je fais une petite slide de présentation, même s'il y a une présentation au départ? Donc, je vais appeler toute cette tout mon cours, mais aussi toute cette réflexion, cet approfondissement, puis les formations que je donne. Il y a une grosse partie de ça qui est basée sur le livre que vous avez ici, qui est Writing for Publication, dans lequel il y a quand même quelque chose que je trouvais super intéressant, puis qui fait partie de ma posture comme enseignant et comme vulgarisateur, qui est si je vous dis que quelque chose est intéressant, vous devriez être capable de mettre la lunette de pourquoi moi, pourquoi ma coquille, pourquoi mon expérience me permet de vous dire ça pour que vous soyez capable de le recevoir adéquatement. Fait que pour moi, ça se dissocie mal. Donc, il faut que je puisse vous démontrer que je peux vous montrer des choses en écriture scientifique avant de vous dire voilà les principes. Donc, moi, ça fait partie de la manière dont je fonctionne. Puis, il y a 6 grands points que ce livre-là aborde. Aujourd'hui, c'est majoritairement la compréhension de la voix et du style du discours académique. J'ai les 6 points, je vous le dis que j'ai les 6, mais on n'a pas le temps de passer à travers. Mais la compréhension de la voix et du style du discours académique, elle est très, très profonde en moi. J'ai énormément d'expérience dans cette structure-là. Il n'y a rien qui vous empêche, même si votre caméra est ouverte, d'aller me mettre sur Google Scholar, puis aller voir les papiers, puis aller voir mon H-Index. Ça ne me dérange même pas. J'ai aucun problème avec ça. Mais il y a aussi que tout ça, ça vient d'une profonde, d'un profond intérêt que je vais vous présenter, mais aussi de l'expérience où il y a, depuis plus de 10 ans, j'ai vraiment fortement contribué au manuscrit sur lequel j'ai travaillé. Donc, j'ai une compréhension que la qualité de mon écriture et de mes capacités éditoriales aide le processus scientifique. Donc, je pense être bien outillé pour vous faire ça. On a fait un petit état tantôt. Donc, en plus de la présentation là, qui a été faite de ma personne, les choses qui peuvent être ajoutées dans cette présentation-là qui vous permet de solidifier votre réflexion ou de solidifier votre posture quant à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je suis aussi éditeur sur le BMC Medical Research Methodology parce que je suis fondamentalement un méthodologiste. C'est mes intérêts principaux. Je suis aussi membre régulier aux IRSC, au FRQ sur tous les processus d'évaluation
de mes collègues au postdoc, au doctorat, aux maîtrises. Donc, j'ai évalué pour vous, je pense que c'est assez important, tous les niveaux à maintes reprises, en plus des évaluations dans le cadre de centres de recherche ou de choses comme ça. Donc, énormément d'expérience à voir des dossiers étudiants, mais aussi pouvoir voir des conversations autour des dossiers étudiants qui, je crois, a de la valeur pour ce genre de réflexion. Donc, ça m'amène à vous dire pourquoi aujourd'hui je suis assez intéressé pour venir devant. Là, on est 9, y compris moi. Ça ne me dérange pas en passant, c'est pas la fin du monde. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis oui à ça? Pourquoi ça m'intéresse? On va parler de ça. C'est qu'il y a 3 grands principes qu'on va aborder aujourd'hui. Le premier, c'est le changement de la posture académique. Je vais aller un peu plus en profondeur dans cette réflexion-là. Puis les 2 autres points, je vous en ai parlé un peu tantôt dans la table des matières, mais on va parler d'universalité des principes de la science. Donc, pourquoi ces grands principes-là sont applicables directement à l'écriture scientifique. Puis quelques petits aspects qui sont vraiment des capacités, la littératie en écriture, comment on construit nos capacités. Ces grands principes-là font partie de pourquoi aujourd'hui je suis devant vous, puis je pense que ça vaut la peine de vous former là-dessus. Donc, petite réflexion. Quand j'ai monté la première fois cette formation-là, j'ai essayé de retracer la plus vieille chose scientifique que j'ai écrite. Vous l'avez devant les yeux, elle est là. C'est un abstract de conférence. C'est la première fois que ma voix à la maîtrise était utilisée, mes capacités d'écriture, tout ça mis derrière un petit produit scientifique. Vous voyez que j'ai pas de MSc encore, j'ai mon bac que je mets dans mon truc, puis j'ai écrit ça. Donc là, moi, je suis, donc je vous le dis, là, je ne fais pas juste me vanter, mais ça va vous donner une réflexion sur la totalité de ce qui s'en vient. Je suis généralement un premier de classe, j'ai une très bonne moyenne, comme la plupart d'entre vous, si vous êtes à la maîtrise ou au doctorat. Je suis un nerd d'écriture en général, puis de lecture. Je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Depuis toujours, ça me passionne. J'ai appris l'anglais durant mon secondaire en faisant des stages pour vraiment avoir une haute capacité d'anglais. Fait que je suis confortable en écriture dans les 2 langues. Puis là, j'écris ça. Je vous le dis, je suis fier. Je l'adore. Je me dis, c'est probablement la meilleure chose que mes superviseurs vont avoir vue. Puis là, j'imagine que le punch, vous le voyez venir, mais quand j'ai reçu le retour de mes superviseurs, ça avait l'air de ça plutôt que d'être la meilleure chose qu'ils ont vue de leur vie. Tout ce qui est rouge, c'est ce qu'ils ont changé. Donc, vous avez quand même une bonne idée qu'à part le titre, puis le titre a changé aussi, il n'y a pas grand-chose de ma voix que je trouvais excessivement bonne et que je me trouvais moi-même excessivement compétent qui est resté. Donc là, il y a une discordance qui m'a frappé comme un train à plein fouet, puis je suis pas mal sûr que la plupart des étudiants ici ont déjà vécu ça dans une certaine mesure, puis je comprenais pas. Donc, je comprenais pas de ce qui se passait parce qu'à la fois, j'avais une bonne auto-évaluation, j'ai pas une mauvaise autocritique en général, ou en tout cas, je ne crois pas. Donc là, je savais pas du tout pourquoi ça m'arrivait. Émotionnellement, je trouvais ça dur, puis ça m'a amené dans comprendre ce qui s'était passé. Donc, moi, quand quelque chose comme ça m'arrive habituellement, j'essaie de comprendre pourquoi là, soudainement, on dirait que je ne sais plus écrire et je suis une tarte à plus finir. Ça n'a pas de bon sens, regarde-moi ça. C'est tout rouge, je comprends. Clairement, j'ai rien compris, puis il n'y a rien qui marche. C'est comme ça que je me sentais. Puis les faits, c'est que c'est pas la réalité parce qu'aujourd'hui, je suis devant vous, j'ai fait un doctorat, un postdoc, j'ai un poste universitaire, ça se passe super bien, j'ai une bonne performance en général. Fait que pourquoi j'ai vécu ça? Il y a une réponse à ça. Donc, ce que la science nous dit, mais moi aussi, ma réflexion s'est amenée, c'est qu'il y a une différence, surtout dans le système québécois. Si vous venez de France, c'est peut-être un peu moins frappant là, à cause de la discordance de culture, mais au Québec, quand on est brillant dans le système d'éducation, tout le monde nous le dit, puis c'est la manière dont on est géré la plupart du temps. T'es brillant, bravo, on est félicité, on est encouragé. T'sais,
tout va bien, on a des bonnes notes, on n'est jamais fortement critiqué ou fortement dans une position critique. Puis là, on atteint, là, si vous avez lu, ce que j'aime pas de slides de présentation, si vous avez lu le deuxième point, vous comprenez où je veux en venir, c'est que là, vous tombez dans la science. À minute où vous tombez à la maîtrise, c'est plus vous qui êtes évalué, c'est la science que vous écrivez qui est évaluée. Donc là, on n'est pas dans la même posture, puis vous tombez directement dans une culture scientifique. Puis si jamais vous n'aviez pas eu cette culture scientifique-là et qu'elle vous frappe de plein fouet à la maîtrise, vous apprenez en temps réel que il n'y a pas de gants blancs pour la science. Parce que la science, c'est important qu'on l'améliore, puis entre collègues, on va s'auto-démolir parce que la science, c'est important. Puis s'auto-démolir, ça veut dire renforcer le construit méthodologique puis la diminution des biais de la science, qui est une bonne chose. C'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est pour ça que ça fait aussi mal, c'est pour ça que ça frappe aussi fort, et c'est là-dessus que je veux travailler avec vous aujourd'hui. L'universalité des principes de la science. Le premier grand principe, je vous ai dit qu'il y en aurait trois, c'est le seul bout qui est un peu obligatoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de répondre à cette question-là? Vous êtes tous scientifiques, donc vous êtes tous à la maîtrise ou au doctorat ou au postdoc, ou enfin, vous devriez savoir qu'est-ce qu'est la science. C'est une question difficile, je vous le dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me donner sa définition, son interprétation de la science? Rapidement comme ça, sans utiliser ChatGPT évidemment, ou aller sur Google pour aller chercher une définition. Mais mettons ce que vous avez en tête. Quelqu'un veut s'essayer? Non? Toujours 3 secondes de silence un peu désagréable. Ça vous tente pas? C'est beau. Qu'on avance. Mais je vous le dis, j'ai déjà Je pense que passé. dans le chat, il Oui, y a une vas-y. réponse. Oui, Pardon. oui, je vais aller voir, parce que je ne le vois pas le chat. Ouais, je vois La Julie qui recherche dit du si. savoir. Ouais. C'est le genre de. Je vous le dis quand je le fais en présence, parce que je le fais dans des ateliers d'écriture, pour tout ce qui est retraite d'écriture. C'est toujours là où j'ai ma version longue de la présentation actuelle. Des fois, on passe 25 minutes là-dessus, juste à. Puis, il n'y a jamais rien qui s'approche de ce que je veux vous faire réaliser. C'est une bonne. Il y a plein de choses. Il y en a qui vont me dire ah, ben, la recherche, la science, c'est aller chercher des nouvelles connaissances, c'est contribuer à la sphère publique, c'est améliorer la santé des gens. Fait que là, c'est toutes des espèces d'applications de la science. Mais je vous demande d'avoir une réflexion macro sur la science. Puis là, des fois, il sort méthode scientifique, là, on s'approche. Quand on tombe dans ces aspects-là, la méthode scientifique, qu'est-ce que ça veut faire? C'est là qu'on s'assoit dans la science. C'est quoi la science? Si vous avez répondu quelque chose qui touche proche de la méthode scientifique, vous étiez dans la bonne voie. Mais la réalité, c'est que la science, à son plus petit dénominateur, c'est les techniques qui nous permettent d'observer la réalité avec le moins de biais possible. Donc, vous voulez réduire les biais d'observation, de collecte de données, d'analyse de données à chaque étape pour essayer d'arriver à la réalité la plus proche possible de ce qu'elle est pour vrai. Okay? Ça, si vous retournez aux écrits de Unscientific Method de Davies qui sont en bas de 68, qui est un des plus grands écrits là, sur ce sujet-là, je vous le suggère fortement si ça vous intéresse. Grossièrement, c'est pas si compliqué que ça, la science, à sa plus simple expression. L'opérationnalisation de la science est la chose complexe, c'est de comprendre en profondeur les biais de recrutement, les biais de collecte de données, l'aspect population, échantillonnage, tous ces morceaux-là qu'on applique dans la méthode scientifique pour réduire les biais qui nous permettent d'observer une réalité ou de décrire une réalité le plus proche possible de la réalité telle qu'elle est ontologiquement, là, sans qu'on sache exactement de quoi elle a l'air. On pense s'en rapprocher le plus possible en diminuant ces biais. Ben, moi, je voudrais que vous pensiez à l'écriture scientifique, votre travail en tant qu'écrivain scientifique, de la même manière que vous pensez à la science en général. Donc, votre travail en tant qu'écrivain scientifique devrait toujours être
de réduire les biais dans votre écriture pour ne pas qu'il y ait des interprétations fautives dans ce que vous vouliez représenter avec tous les choix que vous avez faits et ce que vous avez écrit pour sa communication, la communication de ce que vous avez trouvé. Essayez, si vous prenez cette posture-là, soudainement, ça devient beaucoup plus facile de comprendre pourquoi il y a toutes ces us et coutumes en sciences et en écriture scientifique et comment on peut les appliquer et pourquoi il faut suivre certaines réflexions, certaines règles. Vous avez certainement déjà eu l'expérience d'avoir un retour d'un de vos superviseurs ou collègues, puis qu'il n'y a pas vraiment d'explication sur pourquoi les phrases sont changées. Donc, il y a toujours une explication, mais ils ne peuvent pas nécessairement vous dire pourquoi, mais ils vont vous dire que c'est comme ça qu'il faut le faire. Le meilleur exemple, c'est la voix active qu'on va voir tout à l'heure, qu'il y a beaucoup, beaucoup de collègues qui disent il faut faire la voix active là, puis pas là, puis à tel. Mais il n'y a jamais personne qui explique concrètement à un étudiant, ou très rarement, pourquoi c'est ça qu'on fait. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu, je vois le temps qui avance, mais ça ne devrait pas être si mal. Qu'est-ce qui fait un bon texte scientifique? Donc, on commence avec l'aspect de l'écriture scientifique, puis si on a le temps, je vais vous parler un peu d'édition. Mais un bon texte scientifique, c'est celui qui va limiter les biais d'interprétation. Donc, c'est l'idée que vous avez eue, que vous avez conçue, que vous avez expliquée, que vous expliquez clairement et efficacement. Donc, évidemment, il faut que vous ayez quelque chose à dire. Quand on écrit des papiers ou qu'on écrit des demandes de financement, c'est qu'on a quelque chose à dire. On veut avoir de l'argent pour quelque chose ou on est en train de communiquer à propos de quelque chose qu'on a déjà eu, qu'on a déjà fait ou qu'on a déjà eu une bourse pour le faire. Donc, un des premiers messages au niveau de votre écriture scientifique en général, que je veux que vous vous souveniez, puis que vous essayez d'intégrer dans vos processus, c'est de séparer les aspects d'écriture scientifique et de révision éditoriale. N'essayez pas de faire les deux choses en même temps. Donc, vous devriez toujours avoir deux processus différents. Un d'idéation, d'écriture brute, par ligne ou par morceau de texte, sans édition, sans aucune édition. Donc, on ne fait pas de travail éditorial actif parce que ça prend deux morceaux de cerveau différents. Il y a un morceau de cerveau qui essaye de rassembler les idées, d'écrire ça de façon cohérente. Quand on se met dans une position éditoriale, on se met un œil critique sur notre propre écriture. Quand on fait les deux choses en même temps, on perd le fil, on perd la structure des idées, puis c'est pas efficace. Donc, il faut que vous appreniez deux choses. Autant à écrire le brut, ce qui est, somme toute, pas si difficile, je vous le dis. La capacité la plus difficile à atteindre puis qui nous rend des bons scientifiques, c'est l'édition, les habiletés éditoriales. Je vais passer rapidement là-dessus, mais vous pourrez remettre pause sur l'enregistrement si vous le désirez. Ce sont toutes les choses passives que vous pouvez faire pour améliorer votre écriture scientifique en général. Cette liste-là me prend une éternité habituellement à faire, donc je sais que je vais y prendre un bon temps. Je vais regarder pour voir ce que je pourrais vous dire que je trouve vraiment, vraiment important comme juste un petit point. Je pense que la meilleure chose à garder en tête, là, c'est, j'aurais dû les numéroter, mais l'inspiration n'existe pas. Donc, essayez d'oublier que l'inspiration, ça existe, puis que les gens qui écrivent de la science ou qui écrivent en général attendent l'inspiration. Oubliez ça, je vous le dis. Si vous vous asseyez pour écrire, puis que vous le faites comme une tâche à faire, si vous séparez les sections, que vous séparez votre façon d'attaquer l'écriture, vous allez être capable d'écrire. Attendre l'inspiration, c'est vraiment quelque chose dont il faut se débarrasser. Puis une autre capacité à travailler, c'est d'apprendre à couper. Donc, je vous dis qu'on devrait mettre deux sortes de cerveau, écriture, édition. Le cerveau écriture, il n'est pas capable de couper. Je vous le garantis. Vous ne serez jamais, jamais, jamais capable de couper quelque chose qui vient de vous prendre 20 minutes à écrire. Il faut développer ses capacités à être capable de couper. Vous devriez atteindre un niveau où vous ne devriez même plus prendre des sections pour les mettre à la fin du texte au cas où ça vous sert plus tard. Donc, il faut vraiment être capable de se couper soi-même et de couper les autres également. Être capable de l'identifier chez les autres, de se l'identifier pour nous. Parce que éditer, ça rend le travail, ça rend le texte plus efficace et plus fluide. Donc, quand on coupe de façon impitoyable, on améliore tout texte.
ça va être bon pour tout ce que je vais essayer de vous montrer là, dans les prochaines minutes. Ici, vous avez un premier exemple, sans vouloir aller en profondeur, c'est la même idée. La première idée provient d'un texte scientifique publié, puis c'est l'application d'à peu près tous les principes de base pour rendre les textes plus efficaces qui fait ce chemin-là. Bien que je voudrais qu'on aille en profondeur dans la version courte de cette présentation-là, on ne peut pas vraiment, mais ça vous donne un exemple. Si vous n'avez pas ce merveilleux livre qui coûte quelques dollars et qui est tout petit, je vous le conseille fortement. Donc, c'est un livre qui est universel, qui est pour l'écriture en général, l'écriture anglophone, mais c'est applicable autant au français qu'à l'anglais qu'à la science. Puis je vous le dis, c'est peut-être 50-60 pages. C'est un petit livre de poche. Quand j'ai découvert ce livre-là qui m'avait été suggéré par mon directeur de thèse, j'ai pogné de quoi, comme ils disent. Donc, il y a vraiment tous les principes de base qui, quand on se demande pourquoi, ils sont dans ce livre. Mais la posture générale de cette réflexion globale-là, c'est que la lecture scientifique devrait être facile et plaisante. Je sais que ça n'a pas d'allure comme statement, puis que vous êtes probablement dit souvent qu'il faut ajouter des mots, de la complexité, mais je vous le dis, la lecture scientifique, comme toute autre lecture, ne devrait pas être ardue, ne devrait pas être complexe. Ça, c'est ceux sur lesquels je m'applique, c'est les grands principes, il y en a 21 qui proviennent de ce livre-là. Ça, c'est ceux que j'applique plus efficacement aujourd'hui, qu'on va voir un petit peu. Puis je vais vous montrer pourquoi on le fait. Donc, facile et plaisant, je vous l'ai déjà dit. Les trois techniques qu'on va voir ensemble rapidement, c'est supprimer les mots et les phrases inutiles, utiliser la voix active, écrire avec des grands. Supprimer les mots et les phrases inutiles. Si vous regardez en haut, motivated by the need to highlight the need for employing AI in battling COVID-19, this survey summarized the current state of AI application in clinical administration while battling COVID-19. J'ai tout le temps de la misère à la lire. En plus, qu'elle soit longue, elle est super dure. Vous voyez 2 fois need, vous voyez. Donc, comment on fait pour réduire une phrase comme ça? On essaie de trouver c'est quoi les éléments qu'on essaie de dire. Ici, il y a highlight, AI, COVID-19 crisis. C'est pour ça qu'ils sont soulignés. C'est les éléments de base. La phrase est trop longue. On essaie de couper tout ça. Parce que motivated by the need to, ça dit rien. Complètement vide comme statement. C'est souvent des beaux débuts de phrase parce qu'on essaie de faire un lien, positionner quelque chose. C'est une béquille. Moi, j'appelle ça quand même, c'est des béquilles d'écriture. C'est quand c'est difficile d'écrire, on utilise beaucoup ces béquilles-là. Il faut devenir bon à essayer de les trouver. Puis après ça, on essaie de voir qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux faire. Puis vous voyez en bas, c'est la phrase simplifiée. This paper I like AI use. Je me permets d'utiliser ce papier-là parce qu'il a été retiré, parce qu'il y avait des problèmes dedans. Fait que autant au niveau de l'écriture, il était mauvais que la science qui était faite dedans était aussi mauvaise. Comment on les détecte? Il y a les 4 grandes catégories que j'aime bien qui vous permettent tout de suite de trouver vos béquilles. Si vous prenez ça, puis vous l'appliquez, vous allez trouver vos béquilles. Les points en début de phrase, on vient d'en voir un. Mais ça, on utilise ça beaucoup en français, en anglais également. Mais quand des Français écrivent en anglais, c'est atroce comment on écrit ça. Comme c'est bien connu, comme il a été démontré, on peut considérer qu'il faut soumettre. Tout ça, là, c'est complètement inutile, ça peut être coupé. Les mots vides, ces mots vides-là sont vraiment importants. Il faut que vous appreniez à les identifier. Méthodologique, important, innovant. Au lieu de dire des mots comme ça, et c'est vraiment très, très, très réel pour les lettres que vous allez écrire, ces mots vides-là, c'est des béquilles qui vous enlèvent le poids de dire pourquoi c'est important, pourquoi c'est innovant et pourquoi méthodologiquement c'est fort. Des mots comme ça, appliqués à la science, ça diminue la force de votre discours parce que ça réduit votre besoin d'être spécifique. Donc, soyez très, très, très efficace à identifier ces mots vides-là. Puis je vous dis, vous allez devenir allergique. Les premiers importants, innovants, tous les adjectifs en général en science sont souvent indicateurs de ça. Puis vous avez, quand on va vers le point 4, c'est un peu le même principe, mais dans la modification d'un mot. Fait que tout ce qui est très, vraiment, tout à fait fondamentalement, généralement, c'est des modificateurs d'affirmation qui n'ont pas leur place en science,
qui n'ont pas leur place dans des lettres non plus, parce qu'on s'attend à un ton scientifique. Dans des lettres, on s'attend à un ton scientifique venant d'un scientifique. Donc, tout ça, vous m'éliminez ça. Puis si vous êtes capable de les identifier rapidement dans vos textes dans les prochains jours, tout ça va vite devenir une habitude. Donc, tout ce qui est modificateur, tout ce qui est remplacement d'argumentaire scientifique qui serait nécessaire pour démontrer quelque chose, c'est absolument nécessaire de l'intégrer. La forme active, vous l'avez sûrement entendu dire souvent, en science, il faut utiliser la forme active. Puis des fois, il y en a qui disent, sous telle méthodologie, il faut utiliser plus la forme passive. Moi, je vous le dis, c'est forme active 100% du temps. Puis vous pouvez peut-être, des fois, 5% du temps, identifier un endroit où peut-être ça fonctionne. Mais je vous le dis, il y a beaucoup de peut-être, puis il y a beaucoup de vous devriez utiliser la forme active, puis jamais la forme passive. Je vous explique pourquoi. Si vous vouliez l'apprendre, c'est maintenant que ça se passe. C'est qu'une forme passive va retirer le besoin de dire qui est responsable de ce qui a été fait. Okay? Donc, à la minute où vous tombez dans une phrase passive, vous pouvez tout de suite faire de l'obscurantisme total de qui, dans l'équipe de recherche des 8 auteurs, était responsable pour cette étape méthodologique. C'est pour ça que vous en voyez beaucoup, parce que c'est beaucoup plus facile à écrire, puis ça dégage la responsabilité, ce qui est complètement inacceptable en science. Donc, quand vous vous positionnez pour quoi que ce soit dans un manuscrit scientifique, dans une lettre, peu importe, vous écrivez de la science, vous devriez vous mettre dans une posture active où, en fait, il faut identifier qui a fait les choses. Puis là, vous voyez, les critères d'inclusion ont été appliqués par les 2 évaluateurs indépendants. Là, c'est beau parce que j'ai mis la fin, mais à cause de les critères d'inclusion ont été appliqués, la phrase peut se terminer là. Donc, vous pouvez tout de suite voir l'obscurantisme qui peut se passer quand on écrit beaucoup de cette manière. Donc, vous le voyez, l'exemple qui est en bas ici, je viens de vous dire pourquoi on fait ça. Mais vous voyez tout de suite en bas, aucune tentative n'a été faite pour contacter les répondants car ils ont été jugés sans importance pour l'analyse. Okay? On pourrait voir ça dans une phrase de justification, dans un papier dans les limites, par exemple. Nous n'avons pas essayé de contacter les répondants car nous avons jugé sans importance. Vous voyez tout de suite, ben, il faut se justifier. Clairement, la forme passive devient inadéquate, inacceptable. Donc, ça, c'est pour la forme active. Dernier petit point pour votre boîte à outils. Écrire avec des verbes plutôt que transformer vos verbes en noms. Vous allez voir, ça va être très simple comme explication. Vous avez un exemple en haut où production and recycling a été utilisé au lieu de produced and recycled. Là, vous pouvez tout de suite voir que quand on se met dans une position où on identifie c'est quoi l'action, puis est-ce que l'action a été changée par un mot plutôt que le verbe pour la même action. Ça, c'est une des choses les plus dures à voir, mais plus on fait de l'édition, plus on finit par voir, en les transformant en forme active, on est obligé de mettre un verbe. Donc, si vous appliquez les autres choses avant de bonne façon, en fermant l'entonnoir tranquillement, la première chose, c'est le plus facile, les mots vides, les adverbes, tout ça, ça se trouve facilement. Forme active, un petit peu plus difficile, vous allez trouver ça aussi bizarre au début. Je vous le dis, mais allez sortir un article dans Nature, dans le New England Journal of Medicine ou n'importe quel journal à haut impact factor que vous connaissez ou que vous utilisez, vous allez voir que les gros papiers bien cités sont tous écrits comme ça parce que c'est efficace puis ça force la clarification. Donc, vous voyez ici que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus clair. L'édition. Je veux aller aux lettres avant. Si on a le temps, on revient à l'édition à la fin. OK. Pourquoi je vous ai parlé de ça, l'écriture scientifique en général, puis un peu, c'est quoi la différence avec une demande de subvention? Parce que là, c'est ça, demande de bourse, demande de subvention, c'est la même posture. On veut de l'argent pour une idée scientifique qu'on a eue ou pour notre profil parce qu'on est bon puis on mérite de l'argent. C'est convaincre des évaluateurs que l'idée est bonne, que notre CV est bon. Donc, ça prend à la fois de la bonne science et le positionnement d'un bon CV. Donc, un bon CV et les lettres qu'on va parler tout à l'heure. Mais un bon CV, ça ne s'invente pas. Hein? Je ne sais pas si c'est clair pour vous, en tout cas, c'est clair pour moi. C'est l'état de votre expérience à cette étape-ci, puis il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Il faut réfléchir, c'est le poids dans la balance d'une bonne lettre de motivation puis d'autres bons documents, c'est de pouvoir combler cette lacune.
Parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont une ligne de CV, mais qui ont une importance capitale, puis quand on a de l'espace pour le positionner, ben, on peut se permettre de mieux solidifier notre profil, puis notre argumentaire sur pourquoi on mérite de l'argent, pourquoi on devrait se classer élevé. Ça résonne auprès d'un évaluateur. C'est différent au niveau d'un papier scientifique général parce que vous êtes évalué à plus haute proportion, donc vous-même, le candidat ou l'équipe, évalué à plus haute proportion que le projet en soi. Le projet en soi est évalué, donc si vous regardez les critères quand ils sont tous bien détaillés, le projet scientifique a toujours une importance capitale, mais la grande majorité des points est toujours sur votre CV et les sections qui l'accompagnent. Comment on prépare un CV? Je veux faire un point là-dessus parce que pour moi, si on parle de la lettre de motivation, c'est comme niaiseux de ne pas parler du CV, à mon avis, c'est capital. Puis de vous parler aussi de la transition. Puis on pourra peut-être discuter un peu de ça tout à l'heure. Là, on va parler beaucoup de lettres de motivation, de documents annexes, adjacents, ajoutés à le CV plus le projet que vous soumettez. Mais il risque de changer. Donc, le CV narratif, en ce moment, a le vent dans les voiles. Tranquillement, il est implanté. Donc, c'est peut-être pas le cas pour les demandes de bourse que vous faites là, mais ça va l'être rapidement à l'hiver ou l'année prochaine, tout dépendant de la vitesse que ça prend. Ce CV narratif-là va prendre un peu la place des deux documents ensemble. Donc, on ne sait pas encore exactement comment ça va se positionner, mais ça veut dire que vous devriez travailler vos capacités à bien mettre en exergue les qualités puis les choses que vous avez faites qui font de vous un bon scientifique puis de vous quelqu'un avec un bon profil, parce qu'il se pourrait que ça remplace majoritairement les deux documents ensemble si c'est bien fait, parce que c'est le but. C'est de pouvoir donner les éléments contextuels en plus des lignes de CV. Fait qu'on n'aura pas juste une ligne de 70 publications, ça va être des publications rassemblées sous un thème, rassemblées sur de l'explication. Donc, c'est vraiment complètement une autre posture. Puis, je veux le souligner avant qu'on entre plus dans les détails. Et ça veut dire que votre capacité à écrire mieux que juste faire un CV, c'est vraiment super important pour les années à venir. Si le point le plus important pour les demandes de bourse qui s'en viennent, là, je vous le dis, s'il y a quelque chose qui est demandé par l'organisme ou qu'il y a une section dans le CVC, si c'est encore le CVC, dans le CV commun canadien, puis que cette section-là est vide, vous vous mettez à risque d'avoir 0 point. Il faut trouver une manière de donner un narratif à un des points de CV qui fonctionnerait à cet endroit-là. Ça se peut que ce soit complètement impossible, mais ne baissez pas les bras trop vite à des sections vides. Pensez à prix et distinction, par exemple, qui est souvent un classique. Là. Au FRQ, on a, il est noté dans la quantification. Fait que s'il n'est plus là, il n'est pas là, il est vide, puis vous perdez des points. Fait qu'il faut trouver une manière de remplir ces sections-là, en parlant avec vos directeurs, vos superviseurs, de voir comment je pourrais mettre quelque chose là-dedans qui serait pas un mensonge, évidemment, mais qui serait un changement d'un point à mon CV que je mettais ailleurs et que je pourrais mettre là. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire au niveau du CV. Maintenant, on tombe dans les lettres de motivation. Et là, j'ai mis section supplémentaire. Parce que m'inviter à parler de lettres de motivation, alors que je sais, par exemple, qu'au IRSC ou FRQ, c'est pas des lettres de motivation, hein, c'est des sections supplémentaires. J'ai un étayage, je suis allé chercher tout ce que je pouvais trouver d'éléments que j'ai vus dans le dernier 6 mois. Là, mais ça a tout le même rôle. Donc, il faut que vous le voyez avec la même lumière. On veut contextualiser soit le projet, soit la candidature. On veut démontrer la cohérence entre le parcours, le projet et le programme. Donc, pensez à vous soumettez, par exemple, à un centre de recherche, une bourse de centre de recherche ou une bourse d'institut. Si c'est un institut en intelligence artificielle, puis que vous avez un profil en sciences sociales, psychologie, puis que ce n'est pas flagrant là, pourquoi vous faites ça, c'est l'endroit où il faut que vous soyez excessivement compétent pour faire ce lien-là, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. On peut mettre en évidence aussi tout ce qui est motivation, vision, puis de la contribution attendue.
Donc, si vous avez là, comment ça peut être aussi nommé, ça, c'est tous des vrais exemples. J'espère qu'il n'y a pas de petites fautes parce que je l'ai préparé rapidement. J'espère que je vois qu'il y en a peut-être une, je m'en excuse, ou c'est mon cerveau anglais puis français qui se transfèrent ensemble. Euh, en plus, c'est enregistré. Avoir une faute enregistrée, c'est la pire affaire du monde. Pas grave. Environnement, attente, contributions les plus importantes, avancée des travaux, milieu, parcours, motivation. Ça, c'est toutes des sections des FRQ et des IRSC qui s'en viennent là. C'est toutes des sous-sections des affaires qui existent là, maintenant. Il n'y a pas de lettre de motivation, mais tout ça, ça fait partie de comment vous devez mettre en avant-plan tous ces petits détails-là. Je vous l'ai dit tantôt, les sections supplémentaires fortes, ça permet de limiter l'impact d'un dossier qui pourrait être plus faible. Donc, si par exemple, il y a eu des difficultés avec certains cours, que vos notes ne sont pas à la hauteur que vous voudriez, puis que vous êtes du passage maîtrise au doctorat, ou qui est arrivé plein d'autres situations possibles là, qui peuvent arriver durant le parcours, qui ont fait que vous n'étiez pas nécessairement à 100%, c'est complètement compréhensible. Ben, vous mettre à 100% dans ces sections supplémentaires-là, c'est votre manière, je vous le dis, de diminuer l'impact de petits décalages. À partir du doctorat, les différences de notes académiques, des choses comme ça, c'est beaucoup moins important. Puis c'est plus dans les publications, c'est plus dans les autres secteurs. Mais il y a à la maîtrise, c'est encore important, par exemple. Puis on voudrait, s'il y a eu des petites discordances, d'être capable de positionner pourquoi ce dossier-là est quand même excessivement fort malgré ce petit point-là qui vous permettrait d'aller chercher le point de plus. Je veux aussi vous dire, la majorité des conversations entre évaluateurs sont sur des discordances d'évaluation. Ça, c'est pour vous donner ce qu'on appelle du inside baseball, là. Comment ça se passe dans un comité. Quand il y a des discordances qui outrepassent l'écart type, on est flagué. Donc, clairement, il y a une discordance. On est 2 ou 3 évaluateurs, puis là, il faut en discuter. On a un comité, puis on en discute. Bien, les sections supplémentaires, c'est l'endroit où vous pouvez donner les informations qui vont convaincre un évaluateur de vouloir pousser votre candidature. Donc, c'est l'endroit où vous voulez être convaincant, que vous ne voulez pas être, j'ai jamais le bon nom en français, là, être coquille, vous voulez demeurer dans une humilité scientifique, vous ne voulez pas justement utiliser plein d'adverbes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, ça se relie ici. Quand on utilise plein d'adverbes, de mots vides qui ne veulent rien dire, qu'on n'est pas spécifique, ben ça donne le signal à l'évaluateur qu'en fait, il n'y a pas grand-chose derrière ça parce que vous n'êtes pas spécifique. C'est les mêmes points qui, à mon avis, sont applicables directement dans votre posture. Puis le ton, les informations données dans ces sections supplémentaires-là, c'est les armes pour l'évaluateur. C'est de pouvoir dire ouais, mais peut-être là, tu sais, toi, tu l'as évalué un peu plus faible. Moi, j'ai vu dans la lettre qu'il y a telle chose, puis tu sais, je pense que ça vaut la peine qu'il soit poussé de l'avant. C'est absolument des conversations véridiques dans les comités. Je vous donne une petite structure basique, puis les deux qui sont en gras, c'est celles pour lesquelles j'ai des petites choses supplémentaires. Je pourrais peut-être vous envoyer le PowerPoint qui va être plus efficace là, pour vous donner des éléments. Mais l'introduction brève, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire de quoi ça a l'air, ni la conclusion. Après ça, c'est de voir la section 2 puis la section 3 qui sont tout le temps là pour une note de motivation sans structure préétablie. C'est quoi la pertinence de votre parcours? Donc, c'est quoi les compétences que vous avez? Donc, dans votre parcours, qu'est-ce que vous avez cumulé? Puis, les expériences ou les réalisations en lien direct. Donc, si par exemple, tantôt, je donnais l'exemple de l'IA, ben, est-ce que, par exemple, il y a cet individu-là, cette personne applicante, a de l'expérience comme professionnel plutôt que comme chercheur ou comme étudiant dans une entreprise ou dans un OBNL. C'est le genre d'endroit où on voudrait que ça ressorte. Un endroit qui est souvent pas inclus puis qui est absolument nécessaire, c'est la section 3. C'est l'alignement entre le programme et l'organisme puis ce que vous proposez. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment un énoncé de je suis bon à cause de ça, 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 ça. Puis ils oublient de se dire ben, le programme a une mission, il finance des gens à cause de ça ou il supporte des projets à cause de ça. Puis il faut que vous fassiez le travail pour l'évaluateur, lui dire pourquoi votre alignement, tout ce que vous avez fait, répond à la mission ou est aligné avec les objectifs de
ce réseau, cet organisme, le FRQ. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Mais c'est super, super important, puis ça, c'est souvent un morceau qui manque. Puis c'est absolument essentiel. Les bonnes pratiques. Si vous avez une page pour une section, puis vous avez 3/4 de page, je vous le dis, ça va gosser tous les évaluateurs. Ça veut dire que vous n'avez pas été capable de mettre l'argumentaire suffisant. Puis à la minute, il faudrait que vous soyez excessivement parfait, parce qu'à la minute où un évaluateur va avoir une critique, puis il manque un paragraphe, il va se dire ben, pourquoi il n'a pas fait l'effort de me le dire? Il y avait encore de l'espace. Je vous le dis, c'est le chemin mental que les évaluateurs vont se faire. Donc, les normes de présentation, vous les respectez comme si c'était une religion. S'ils vous disent une page avec ces normes-là, avec cette grosseur-là, vous le faites. Si ce n'est pas l'organisme qui rejette votre proposition, c'est l'évaluateur qui va être gossé puis qui, lui, va avoir un biais négatif dans sa tête pendant qu'il vous évalue. On ne gosse pas les évaluateurs. C'est vraiment une très mauvaise posture. Faites-le toujours comme si c'était une religion. Si vous avez plusieurs documents, je pense au FRQ, je pense aux IRSC, plusieurs documents que j'ai nommés tantôt, là, il y en a qui sont proches des fois. Choix de l'environnement, puis environnement, je ne sais plus trop, il y a comme, à un moment donné, il y a 2 documents aux IRSC qui, grossièrement, pourraient être à peu près la même information. Il faut être très prudent dans ces cas-là. Il ne faut pas que l'information soit dupliquée, puis il faut vous assuriez que l'information soit cohérente entre les documents, que si vous faites référence à votre CV qui est vraiment là, que donc, assurez-vous que l'histoire est complète. Si vous mettez quelque chose dans votre lettre, il faut que vous contre-vérifiez chaque document. Phrase simple, j'ai fait vraiment un grand étayage de tout ça. Mais si la lettre a l'air générique, vous êtes fait aussi. Je vous le dis d'avance. Si la lettre a juste l'air d'être copiée-collée d'une autre affaire, vous êtes fait. Après ça, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Professionnel motivé mais sobre, je l'ai dit tout à l'heure, prenez un ton scientifique tout le temps. C'est la norme, c'est le positionnement. Si vous avez l'air d'être pompeux, ça ne marchera pas. Si vous mettez des adjectifs, des trucs faux ou gonflés, puis que c'est vérifiable au CV, ça tombe. Donc, soyez prudent sur ces choses-là. C'est vraiment dangereux. Si c'est une lettre de motivation libre, donc vous n'avez pas d'indication sur la longueur, visez une page à une page et demie avec les en-têtes puis tout le kit. Dépassez pas 2 pages. Si ça dépasse 2 pages, ben là, vous allez tomber dans. Premièrement, vous allez répéter, puis ça ne fonctionnera pas pour l'évaluateur, qui est habitué d'en voir. Donc, des petits exemples supplémentaires qui vous donnent peut-être des idées pour la pertinence du parcours. Donc, votre expérience, les tâches en recherche, les stages de formation, les emplois, la collaboration à des projets, les formations, tout ça, ça peut être pertinent. Essayez d'en faire ressortir, c'est un élément par, donc soyez pas trop gourmand à tout présenter. Choisissez vos éléments et soyez capable de soutenir pourquoi. Pas juste dire j'ai fait ça. J'ai fait ça, à cause de ça, j'ai acquis les capacités qui touchent à ça et qui vont avoir tel impact ou qui font de moi un bon candidat. Soyez très, très, très précis sur ces choses-là. Des expériences bénévoles peuvent aussi être à votre avantage. Donc, tout ce qui est engagement avec la société, surtout majoritairement au niveau du FRQ. Donc, la discussion société, science est excessivement présente au niveau du FRQ. Donc, ce n'est pas des éléments à négliger là, automatiquement. Donc, faire discuter la science et la société, là, ça fait partie des objectifs. Pour l'alignement avec le programme et l'organisme, je vous ai donné pas mal toutes les clés tantôt. Allez vous appliquer, vous allez sur le site, vous allez extraire tout ce qui existe de mission, d'objectifs, allez tout me chercher ça. Pour les centres de recherche, c'est souvent des missions. Donc, alignez-vous sur les missions, soit textuellement, soit en thème, mais soyez précis, que vous alignez avec la mission du centre. Mettez pas ça en filigrane, mettez-vous direct. IRSC, FRQ, organisme public, pour les IRSC, vous pouvez aller voir des plans stratégiques d'Institut. Pour le FRQ, il y a des plans stratégiques aussi. Regardez ce qu'ils disent qu'ils vont financer, puis soyez excessivement précis sur vous devriez me financer à cause de ça dans votre plan stratégique. Vous l'avez dit que c'est ça que vous alliez faire, faites-le. Ça, c'est vraiment, vraiment convaincant. Puis ça, je vous le dis, c'est l'étape qui n'est pas faite et c'est une des plus convaincantes.
On m'avait demandé de vous faire un petit point sur l'IA générative. Je trouve que c'est quand même important. Je vais prendre le temps de vous le faire. Euh, Moi, je vous le dis, grand utilisateur de l'IA générative, autant local pour du confidentiel que ChatGPT, Claude, des solutions commerciales. Là, il faut garder toujours en tête qu'une lettre de motivation, ça sert à donner la voix personnelle de l'intérêt. À la minute où il peut dépasser des semblants de ressembler à de l'IA générative, les évaluateurs voient des dizaines de dossiers, puis ils vont le détecter, je vous le garantis. Moi, j'ai un détecteur très efficace à l'IA générative, la structure, les mots utilisés, la syntaxe. On est vraiment, même si vous remettez dans l'IA générative pour retirer le style de l'IA générative, ça donne des. Vous pouvez l'essayer, ça donne des lettres de motivation absolument vides de sens ou imprécises ou pas dans le bon style ou un peu inadaptées. Donc, soyez très, très, très prudent parce que si c'est détecté, automatiquement, l'évaluateur devient avec une voix défavorable. Je vous le dis. Parce que ça veut dire n'a pas pris l'effort de me dire pourquoi c'est lui qu'on devrait soutenir. Ou je vous suggère de l'utiliser parce que je pense que l'outil est excessivement efficace et qu'on devrait l'utiliser. Euh, Aller en modification plutôt qu'en production. Donc, une phrase que vous soyez, c'est pas trop un longue, vous ne savez pas comment la couper. Ah, la syntaxe est bizarre. Meilleure utilisation possible. Remue-ménage. Hey, voilà mon CV. Peux-tu trouver des éléments qui seraient alignés avec la mission de l'organisme, puis fais-moi une liste à points pour voir qu'est-ce que je pourrais intégrer. Très, très, très utile. Puis ne rien intégrer sans l'éditer en profondeur. Fait que faites pas de copier-coller que vous pouvez oublier ou mettez du highlight. Faites ce que vous voulez. Mais si vous oubliez une phrase qui est textuellement capable d'être reconnue comme de l'IA générative, vous êtes fait. Je vous le dis, automatiquement. Je vous donne un exemple, on n'aura pas le temps de le passer dedans, là, mais c'est moi ce matin qui, en se préparant pour cette présentation-là, je l'ai mis dedans. Je vous le dis, l'IA générative, ChatGPT est très, très, très au courant de mon CV, des demandes que je prépare, d'à peu près tout ce que je fais dans mon travail, parce que je l'utilise pas en production, mais en modification. Fait qu'il voit beaucoup de mes phrases. Il m'a aidé à faire mon CV narratif, fait qu'il a vu tout mon CV est à jour dedans. C'est absolument excessivement mauvais comme lettre de motivation. Je n'enverrai jamais ça. Et pourtant, on est dans les meilleurs modèles de langage avec le plus d'informations possible. Je suis très, très bon au prompt engineering, fait que c'est pas ça le problème. Je vous le dis, c'est juste, si vous savez comment écrire des bonnes lettres, l'IA générative va toujours être moins bon. Ça, c'est un exemple que vous pourrez lire. Là, on ne prendra pas le temps parce que je vois le temps, puis il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions. Mais ça, c'est un des extraits des trois sections. Fait que présentation de l'expérience, puis comment ça s'aligne. J'ai juste retiré quelques éléments, mais c'est quelque chose que j'ai écrit en juillet, ça, pour une des actions que j'ai à faire comme professeur. Puis c'est excessivement plus précis. Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire si je m'autocritique. Là. Il y a des fois des adverbes, mais c'est bizarrement contextuel, c'était contextuellement adéquat. Des petits éléments plus individuels à l'intérieur aussi que l'IA générative n'aurait jamais pu mettre dedans à cause de la manière, à cause de ce qu'il y avait mis dans les critères de sélection. C'est ça. Donc, il y a plein de petits éléments dans ce texte-là que l'IA générative ne peut pas produire et qui peut seulement être produite par quelqu'un qui réfléchit à son propre parcours et qui se positionne. Ça m'amène à la fin. J'espère que vous allez avoir un petit 5 minutes pour dépasser. Je peux dépasser un petit peu de mon côté. Si vous avez des questions, ça va me faire super plaisir. Je sais que c'est allé très vite, très dense en information. Au moins, c'est enregistré, puis vous pourrez le revoir si vous avez besoin. Vous pouvez aussi écrire vos questions hein, si vous préférez. Absolument. Si vous préférez, Pas de plutôt que de prendre la problème. parole, Mhm. si vous êtes pris d'une petite gêne. J'espère que c'était efficace. J'espère que c'était utile en général. Tu as des questions sur est-ce qu'il y en a qui préparent des lettres? Est-ce qu'il y a des trucs qui coincent pour vous? Si on n'a pas abordé les lettres que vous envoyez au sponsor, mais c'était pas trop la demande de. Merci, merci Johanna. Ça va pour les questions? J'ai peut-être une question pour Oui, lancer oui, le oui, bal, oui, oui. peut-être. OK. Oui, je t'écoute.
Déjà, merci pour la présentation. J'ai beaucoup appris. Puis des choses que j'ai déjà assisté à des ateliers pour les demandes de bourse. Puis je trouvais qu'il y a des choses différentes. Donc, merci déjà pour ça. Tant mieux. Puis, petite question, je sais pas si d'autres gens se la posent, là, mais pour la partie, pour le CV, par exemple, vous disiez comme, il y a des sections, c'est mieux de pas les laisser vides, peut-être de modifier comme quelque chose pour les remplir. Non, si vous avez comme un exemple, peut-être, ou juste pour Absolument. mieux le visualiser. Moi, je vais vous donner un exemple qui est applicable à moi. Pendant un long bout, moi, je mettais tout ce qui était bourse nominative ou bourse en général dans la section financement. Euh, Ouais. j'ai- Ça va dans prix et distinction. Donc, c'est vraiment à cause du CVC puis de la manière dont il est fait. Euh, j'ai longtemps laissé cette section-là à demi-vide avec des prix et distinctions qui étaient des prix d'affiche, des choses comme ça, mais où un évaluateur, par exemple, soit tombait pas dans la bonne section ou le voyait dans financement. Puis des fois, financement n'est pas inclus selon la forme du CV. On peut être dans le trouble aussi sur ces sections-là. C'est une première chose. C'est même les prix les bourses de centre de recherche, même s'ils sont nominatifs, ça reste quand même, euh, euh, elle vous a quand même été attribuée, même si elle était non compétitive. Donc, il y a des manières un peu comme ça de placer l'information dans la bonne catégorie, dans une catégorie qui avantage aussi la lecture, parce que prix et distinction dans la forme du CVC canadien, même s'il va être abandonné, là, des choses qui ne vous serviront pas longtemps, ça apparaît plus tôt. Donc, si vos bourses et distinctions apparaissent plus tôt, tout de suite après la formation, ben, c'est intéressant au point de vue de l'historique aussi, où l'évaluateur tombe sur ces premiers éléments-là avant de tomber dans le financement de recherche, puis des bourses pour les études. C'est pas vraiment du financement de recherche dans le point de vue définition. Puis moi, j'ai juste changé ces catégories-là au postdoc. J'étais absolument pas au courant de cette distinction-là. Puis j'ai perdu des points dans cette section-là jusqu'au postdoc. Ça, c'est un exemple concret d'endroit où ça peut être fait. Puis, des fois aussi, c'est de penser à hors académique. Donc, être sur un comité, être choisi pour un comité. Des fois, on intègre le comité puis on le met dans notre liste de comités, mais qu'il y a eu une sélection très approfondie. Ça peut être une distinction. Ça démontre que vous êtes démarqué auprès des autres candidats, même s'il y a 0 $ attaché. Ça peut être très intéressant de le mettre là. Même chose pour les listes du doyen ou les honneurs. Ça, souvent, on ne les oublie pas, mais des fois, on les oublie. C'est quand c'est pas une distinction en argent, puis que c'est, par exemple, un tableau d'honneur ou une liste d'or d'un doyen ou d'un recteur. Euh, des fois, on oublie ces choses-là parce qu'il n'y avait pas d'argent, puis qu'il y a une catégorie argent dans le CVC, mais on peut quand même mettre des choses dans cette section-là. C'est comme la plus flagrante pour moi qu'il ne faut pas oublier, là, qui est souvent laissée vide, parce que les autres sections, souvent, on a quelque chose à mettre là, à l'intérieur. Une autre manière aussi, c'est mettre ces papiers soumis dans les publications. Donc, des fois, ce qu'on se dit, c'est tant que c'est pas publié, je ne le mets pas dans la liste, puis tout dépendant du laboratoire dans lequel vous évoluez, c'est peut-être la norme. À moins que votre superviseur vous dise non, 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 tu ne fais pas ça. Moi, je suggérerais plus aux étudiants de mettre les articles soumis, de bien les identifier comme soumis. Mais oui, il y a la section pour le faire. Les articles soumis, on devrait les intégrer parce que ça permet de ne pas laisser des sections vides au début du doctorat ou à la fin de la maîtrise. Ouais. Ça, c'est C'est des vrai que les bonnes prédistinction, choses. c'était pas clair. Au Hmm. début, il y a tellement de catégories dans le CVC que Ah c'est ouais, mélangeant. Donc, oui. Merci pour la absolument. clarification. Absolument. D'autres points, d'autres questions, d'autres réflexions? Merci, Malek. J'espère que Oui. ça va vous être utile. Ah oui, Kat, oui. Désolé, je savais pas si on pouvait lever la main. Je suis pas trop allé sur Zoom. Du coup, je vous ai juste interrompu. Désolé. Parfait. Non, non, vous avez bien fait. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super intéressant et très pertinent. Moi, j'avais une question qui est plus en lien avec ma problématique de l'anglais, parce que je viens de France, puis Mhm. mon anglais est vraiment pas bon. Et par exemple, des fois, je suis amené à réviser des articles de mes collègues, mais du coup, je fais plus des commentaires sur la forme que sur le fond. Par exemple, enfin, plus sur le fond que la forme, pardon. Par exemple, Mhm. sur la rédaction, je suis pas en mesure d'avoir un regard critique sur comment la phrase est rédigée. Et bah, je sais qu'après, ça va être un travail personnel à force de lire, puis
essayer d'écrire, je vais m'améliorer, mais est-ce que par exemple vous auriez des idées de comment améliorer ça ou alors des outils que je pourrais utiliser? Parce que souvent, comment je procède, c'est par exemple si je dois écrire un abstract, je vais l'écrire en français, je vais simplement le traduire, mais je me doute que ça doit peut-être pas être la manière la plus optimale de le faire, donc je peux juste savoir si vous aviez des conseils par rapport à C'est ça. une très, très bonne question. Puis là où il y a, je vais faire un gros astérix, là, parenthèse, c'est que la science en français n'est pas nécessairement dans les mêmes us et coutumes, bizarrement. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus laxiste sur les structures. Donc, les points que je vous ai nommés tout à l'heure sur euh, euh, la phrase active, réduire les adverbes, tout ça, c'est vrai en français aussi. Donc, tous ces principes-là sont réels et ont un fondement sur la diminution de l'espace entre ce que vous vouliez dire et ce que la personne comprend. Si vous appliquez ces fondements-là, autant en français qu'en anglais, vous allez vous retrouver à peu près avec la même syntaxe, mais les francophones qui révisent du français écrit comme de la syntaxe de sciences anglophones vont, peuvent être rebutés. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Donc, on m'a dit que j'écrivais mal le français alors que c'est ma langue maternelle quand j'ai soumis quelque chose pour un congrès en Espagne, puis c'était les langues latines, fait que j'ai écrit en français. Mais j'ai écrit en français comme j'écris en anglais parce que la précision, pour moi, outrepasse tout le reste. Donc, les formules stylistiques, tout ça. La science en français n'est pas toujours rendue à cet endroit-là où le style, des fois, est encore présent et demandé. Donc, où ça va être, je dirais, rebutant pour des évaluateurs, puis ils vont peut-être se méprendre. Donc, une fois ce préambule-là fait, moi, ce que je vous suggère, c'est d'appliquer les mêmes fondements de l'écriture en anglais au français, ce qui va améliorer la transition du français à l'anglais. Parce que écrire en phrase passive plutôt qu'en phrase, si vous écrivez en phrase passive, parce que en français, on écrit beaucoup en passif, énormément. Donc, tout ce qui est passé composé, là, on utilise ça partout. Puis quand on écrit de la méthode scientifique, je le vois partout. Puis si vous prenez les mêmes postures, puis que vous écrivez en actif, tout ça devient beaucoup plus facile. Si vous réduisez les adverbes, vous réduisez les adjectifs, que vous mettez vraiment dans une position où la clarté de l'argumentaire, du positionnement scientifique, outrepasse tout le reste. Tout le reste est moins important maintenant. C'est sûr que là, je dis ça comme si ça outrepassait l'argumentaire scientifique, mais alors que ce n'est pas le cas. Là. Donc, au niveau stylistique, au niveau de la forme. Parce que le fond, ça reste la science telle que vous l'avez fait avec ses biais et ses observations. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup réduire vos difficultés. Ça, c'est clair. Parce qu'il reste que la langue primaire au Québec, c'est le français. Je crois qu'on devrait maîtriser le français en premier plutôt que l'anglais. Puis en sciences, c'est notre manière de communiquer. J'espère qu'on va prendre une transition où on va pouvoir écrire le français en sciences à peu près comme on l'écrit en anglais, puis qui va diminuer justement cette transition-là. Euh, Parce que ça devrait être acceptable qu'on soumette grosso modo un rapport de recherche très simple qui se traduit dans toutes les langues automatiquement avec ce qu'on a comme outil. Là. On peut prévoir un futur quand même assez rapproché où un article, peu importe sa langue, peut être traduit automatiquement dans n'importe quelle langue qu'on désire. Donc, j'espère que ça va diminuer les barrières d'accès à la science par les gens qui ne sont pas unilingues anglophones ou qui n'ont pas consacré des années de leur vie à l'apprendre efficacement comme moi je l'ai fait. Parce que pour moi, ce n'est pas important pour être un bon scientifique, bien écrire l'anglais. Moi, je te dirais d'être très fier, d'être capable de bien commenter le fond. C'est vraiment ce qui est le plus important pour un scientifique. Puis qu'après ça, être capable de travailler la forme, c'est ce qui te permet que les gens lisent tes papiers ensuite. Fait que si tu fais de la bonne science et que tu travailles ta forme autant en français qu'en anglais, ce que ça améliore, c'est la lisibilité, c'est que les gens utilisent les papiers parce qu'ils sont faciles de compréhension, puis qu'il y a tous les éléments nécessaires pour la réplication, qu'il y a tous les éléments nécessaires pour la critique également. Donc, c'est vraiment d'être fier de ne pas être capable nécessairement de travailler la forme à cette étape-ci. Ça veut dire que tu as un bon cerveau scientifique.
puis de continuer à s'exposer, juste à être, tu sais, de se dire, ben, je vais essayer de voir. Puis ce que tu peux tenter avec l'IA générative, ce que moi j'aime beaucoup, c'est de prendre des phrases, donc au lieu de faire une traduction en bloc complet, de demander de faire une traduction et de faire un ajustement en Markdown, donc avec des ratures, pour pouvoir laisser une trace des choix que l'IA générative a fait, puis tu puisses voir qu'est-ce qui a été retiré, qu'est-ce qui a été modifié, puis que toi-même, tu copies-colles, mettons, les phrases, donc que tu vois, que tu as une explication de pourquoi la phrase, comment a été changée, puis que tu fasses le chemin entre les deux. Ça peut être une bonne façon, justement, d'utiliser l'IA générative pour cumuler tes compétences, puis te dire, OK, je sais pourquoi je fais ce choix-là en ce moment, pourquoi j'utilise cette phrase-là, un peu comme un traducteur scientifique le ferait. J'espère que c'est aidant. Ok, Un ouais, petit peu? ouais, super, OK, super. super. Merci, merci pour la réponse, c'est gentil. J'ai encore du temps, si jamais vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, carrière scientifique générale aussi, des réflexions autour de ça. Il n'y a pas de souci, là, ça va me faire super plaisir. Joanne, Oui, désolé, j'ai pas ma caméra là. c'est Mais pas moi, grave, il ma n'y a pas tout le monde question, qui est à l'aise d'être sur caméra, c'est vraiment correct. je suis juste pas dans le bon environnement, disons. C'est vraiment correct, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais une question au niveau de, vous aviez mentionné qu'il fallait parfois parler au nous, puis des choses comme ça. Puis, je sais pas, en recherche, souvent, on nous dit de justement pas dire le nous, le je, etc. Donc, je me demandais comment faire. Je sais qu'il y a certains directeurs qui aiment pas justement qu'on dit je, etc. là. Mhm. C'est une très bonne question. Euh, je vais le contextualiser. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai débuté en vous disant on transfère en forme active. C'est vrai qu'une attrape de la forme active, ça serait d'écrire au jeu. Donc, en identifiant qui a fait l'action, ça ne veut pas nécessairement dire d'écrire au nous ou au jeu. C'est d'identifier quel membre de l'équipe a fait quelle action à quel moment. Donc, d'être capable, au lieu de dire, par exemple, Maxime Sanseville, je dis le chercheur responsable, le premier auteur, puis là, je mets MS, a fait ça. Donc, on écrit quand même en troisième personne. Donc, il faut quand même se mettre dans une. Pour les articles scientifiques. Les lettres, cependant, là, ça dépend de la culture. Mais moi, je préfère lire des lettres de motivation et des sections supplémentaires qui parlent au jeu. Ça dépend de votre niveau de confort. Je vois les deux. Donc, ça peut être quelqu'un qui parle de soi à la troisième personne, le candidat, telle affaire. Puis ça peut être vraiment correct. Là aussi, quand c'est vraiment une lettre de motivation qui est demandée, je serais très prudent de ne jamais utiliser la troisième personne parce qu'on vous demande une lettre de motivation. On vous demande vos motivations. Puis là, c'est l'endroit où je crois qu'il y a une attente prépondérante à ce que ça soit écrit au jeu. Parce que c'est ce qu'on veut voir dans cette lettre-là. Les autres documents peuvent être écrits au jeu ou au il. Un document scientifique n'est jamais écrit au jeu. Absolument. Donc, un document de demande, donc le protocole de recherche ou la description de votre projet, on n'écrit pas ça au jeu. Jamais, jamais, jamais. Effectivement. Est-ce que ça clarifie un peu les distinctions? Oui, ça clarifie. Puis aussi, donc, c'est correct d'utiliser, par exemple, un membre de l'équipe ou des choses comme ça un peu plus génériques, mais pour dire qu'il y a quand même quelqu'un de l'équipe qui était assigné à une tâche, par exemple. Absolument. Puis, dans le fond, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes des chercheurs qualitatifs ou vous faites du qualitatif, ce qu'on dit souvent dans la diminution des biais en qualitatif ou associer la méthodologie aux critères de qualité, c'est que les bonnes personnes au bon moment devraient faire les actions, puis qu'il y a beaucoup qui est sur les épaules de l'analyste. C'est un peu la même chose aussi en biostat. Fait que je vous donne l'exemple qui est applicable aux deux. Au lieu de dire, au lieu de dire les analyses de données, comment je pourrais vous dire ça? Euh, les analyses de données ont été faites en utilisant RStudio ou NVivo. Okay? Si on se met en posture active, on est obligé de dire qui a fait les analyses. Donc là, on se positionne à dire c'est quoi les critères de qualité. Donc,
toujours se dire ça. Dans le fond, pourquoi on nomme la personne dans le protocole ou pourquoi on nomme la personne dans les résultats? C'est qu'on devrait être capable de démontrer que la personne avait les capacités de le faire ou qu'on a mis des réductions de limites de biais si la personne était limitée. Donc, si un étudiant est responsable de faire, un étudiant de niveau maîtrise est responsable de faire des analyses multivariées dans R, c'est correct. Si après ça, on dit qu'un biostatisticien a vu l'étendue des analyses a posteriori. Ou si on dit tout de suite d'emblée, ben, un biostatisticien avec son nom, ou ses initiales, parce qu'il devrait être comme auteur dans les acknowledgements si on a bien fait notre travail d'autorship, a été responsable de rouler telle analyse avec tel package, donc dans tel logiciel avec tel package. Je ne sais pas si ça clarifie un peu. Dans le fond, il ne faut pas se mettre dans une position où soudainement on dit un membre de l'équipe ou l'équipe. Le but, c'est d'ajouter de la spécificité pour garder la tête dans cette posture-là, où on devrait être très précis sur qui a fait quoi à quelle étape pour être capable de démontrer qu'il n'y a pas de biais méthodologique appliqué à la responsabilité de la personne qui a fait la tâche. Puis que s'il y en a un, ben, qu'on l'aborde dans les limites ou qu'on a fait une mitigation des biais dans le processus méthodologique. Est-ce que c'est aidant? Oui, c'est aidant, merci. Puis c'est dur parce qu'on n'est pas habitué de faire ça. C'est comme c'est saisissant les premières fois, mais à la minute où vous allez dépasser des articles que vous écrivez comme étudiant de maîtrise ou de doc, puis que c'est une équipe de 5 à 10 personnes, bien, automatiquement, vous allez être obligé. Alors que des fois, on se garde dans la tête d'écrire les papiers comme auteur solo ou comme auteur avec nos superviseurs, si c'est le cas pour vous. Puis là, c'est comme si c'était pas naturel d'écrire qu'on a fait les actions parce qu'on est l'étudiant responsable, c'est normal. Sauf que quand vous écrivez des papiers, ben vous mettez dans une posture où quelqu'un d'autre va utiliser les résultats. Et donc, pour avoir confiance, il faut faut que vous puissiez faire la démonstration de la force méthodologique. Donc, c'est là où ça devient vraiment très intéressant d'être transparent de façon maladie. J'espère que ça répondait bien. Donc, ça a bien fait de délier les langues un petit peu. Deux super bonnes questions qui nécessitent de la profondeur un peu dans la réponse. Ce pas des questions faciles, mais j'espère que ça a été super utile. Il vous reste FRQ. Donc, hier, il y en a-tu qui ont déjà soumis aux IRSC, que c'est fait depuis? Non? Vous Je n'avez pense pas que c'est... raté de date de tombée. Non, les IRSC, c'est avant, il me semble que la FRQ, mais C'est peut-être ça dépend des universités. Nous, c'est c'est passé, par ça, exemple. c'est ma question. Si la date est déjà passée et que ma présentation arrive un petit peu plus tard, j'espère que non. Euh, c'est ma seule espérance. Puis sinon, utiliser ces informations-là vraiment pour vous dire. Parce que moi, j'ai un stagiaire postdoctoral dans mon laboratoire qui était certain que la plupart des lettres étaient pseudo-lues par les évaluateurs. Donc, pour une raison qui peut être légitime en se disant, ben c'est de la science, fait que la majorité du poids va dans le CV, la candidature, le projet, ça se peut, tu sais. Puis même chose au niveau des lettres de sponsor, les lettres de superviseurs qui accompagnent vos dossiers, vos IRSC, c'est le cas. Au FRQ aussi, vous avez besoin de lettres supplémentaires. Ben, ces lettres-là, si, comme pour 90% des étudiants, vous avez fait le premier brouillon, ben, il faut s'assurer qu'il est bien fait, le premier brouillon, puis qu'il n'est pas pareil pour vos deux. Donc, ça va sûrement vous arriver où vos évaluateurs, vos superviseurs vont vous demander, ben, fais-moi le brouillon de la lettre, je vais l'ajuster, et puis on va échanger. Mais si vous faites le même brouillon pour les deux évaluateurs, puis que ça se ressemble beaucoup, ça paraît pour un évaluateur. Donc, moi, quand je vais arriver puis que je vais lire, je vais le voir que les deux superviseurs ou que les deux sponsors ont à peu près les mêmes éléments, à peu près le même style, s'ils n'ont pas beaucoup changé. Il faut être prudent aussi dans ces orientations-là. Puis, il faut être capable de dire aussi à vos sponsors, voilà les éléments que j'ai faits et que tu as vus, que j'aimerais que tu utilises pour soutenir pourquoi je devrais avoir ça.
Donc, les mêmes éléments que la lettre de motivation, le reste de votre CV, c'est les choses qui vont pousser votre évaluation un petit peu plus loin parce que la grande majorité des étudiants, quand il y a une évaluation comme aux IRSC, où on cote en pourcentage, donc si vous êtes dans le meilleur 10%, par exemple, vous avez peut-être déjà vu de quoi ça a l'air, mais quand vous envoyez une évaluation pour les IRSC, le sponsor répond à ça, plus des sections manuscrites. Ben, 95% des candidats, tout est au max pour tout le monde. Fait que c'est juste ce qui est écrit là, qui compte pour vrai. Là. Donc, il ne faut pas que ces sections écrites-là soient trop génériques, pas applicables, parce que les évaluateurs vont le retenir puis ils vont avoir un biais défavorable. C'est important aussi, ces choses-là. Il ne faut pas lésiner. Pas tout mettre l'énergie juste dans le projet, parce que le projet soutient le reste de votre personne. Puis c'est à vous qu'on donne l'argent. Donc, les bourses, c'est le candidat qui est payé avant tout, pas le projet. Vous n'avez pas de budget de projet. C'est vraiment important. L'argent va dans un investissement fédéral ou provincial dans un scientifique qui va devenir bon. Il faut que vous fassiez la démonstration que vous êtes un scientifique qui va devenir bon. Ou que vous êtes déjà bon, puis que vous dites comment vous allez être encore meilleur. Et c'est vraiment ça qu'il faut convaincre. C'est de l'argent, c'est de l'argent gouvernemental dans l'investissement pour les compétences scientifiques. Là, j'ai assez parlé. Là. Je pourrais continuer. Vous voyez que ça me passionne pour vrai. C'est pas juste de la façade. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, d'autres questions, d'autres interrogations par courriel, quoi que ce soit. Merci beaucoup. C'était vraiment aidant comme présentation. Puis je pense, de toute façon, vous avez accès au courriel. Absolument. Il me Puis, semble que c'est... sinon, il est trouvable là, facilement. Oui, exact. Puis la C'est pas... présentation, ouais, elle est en ligne, donc vous allez voir les informations de toute façon pour le courriel. Parfait. Ben, merci beaucoup, puis Merci bonne pour journée. votre participation, d'avoir répondu euh, positivement à ouvrir votre caméra et travailler les échanges avec moi. C'est toujours un petit peu aidant d'avoir quelques visages devant moi pour ce genre de présentation. Ouais, c'est moins robotique. Un petit peu moins, un petit peu moins. J'aime pas ça, sinon c'est plat. Sinon je viendrai plus. Ouais, c'est sûr. C'est bon. Je vous Ben, remercie beaucoup. merci. Merci pour Bonne journée. l'invitation. Au Bye revoir. bye.